Mesdames et messieurs, bonjour. Alors je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais on est exactement au milieu du parcours de cette année. Alors je me suis dit que ce n'était pas forcément le plus mauvais moment pour faire un point rapide, en guise d'introduction à cette séance, un point sur ce que nous avons appris pour le moment. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi le résumé des épisodes précédents, et en général, c'est ce qu'on saute quand on regarde une série. Bon, mais donc, je ne vais pas en abuser. Donc, rapidement, je voudrais vous rappeler, vous l'avez compris, que j'essaye, dans ce cours, au fond, je dirais, d'ouvrir la boîte noire de l'universalisme des Lumières. Ce terme qui s'est imposé assez récemment, je l'avais dit lors de la première séance, aussi bien dans le discours savant que dans le discours politique, pour désigner une pensée abstraite de l'homme universel, source de tout droit et de toute morale, une pensée indifférente, voire hostile au particularisme. Alors, certains s'en réclament, comme de la condition même de la politique moderne et du progrès, d'autres y voient la racine de l'intolérance et de l'impérialisme. En France, en particulier, on veut y voir l'origine de ce qu'on appelle l'universalisme républicain, là aussi, une formule beaucoup plus récente qu'on ne le croit habituellement, et un universalisme qui refuse de considérer les individus autrement que comme des citoyens, sans considération de genre, d'origine, de croyance. Alors, mon approche est différente, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de vous montrer que cet universalisme des Lumières est essentiellement une fiction historiographique, une invention du discours politique. Pour le dire de manière encore plus claire, il n'existe pas dans la pensée des Lumières une doctrine cohérente de l'universel, une définition consensuelle des lois qui vaudraient pour tous et toujours. Ce qui existe, en revanche, ce sont des tentatives nombreuses, voire contradictoires, pour construire une morale à vocation universelle, dès lors que, je vous l'avais montré, les deux sources traditionnelles de la normativité en Occident, c'est-à-dire à la fois l'Église chrétienne et la monarchie absolue, ont perdu leur monopole sur la théorie morale et la pensée politique, ainsi que leur vocation impériale. Ces tentatives, j'avais essayé d'y mettre un peu d'ordre en identifiant trois langages de l'universel qui nous ont occupé les trois séances précédentes, et qui produisent ce que j'ai proposé d'appeler des effets d'universel. Donc, d'abord, le langage cosmopolite de l'universel, fondé sur la tolérance et le commerce, qui pose le problème de l'extension des droits au-delà des frontières étatiques et religieuses, au nom de la commune raison. Au fond, on peut dire que ce langage, qui émerge chez Pierre Bayle, dans sa réflexion sur la pluralité religieuse, aboutit à la fois chez Lessing dans l'imaginaire de l'amitié et chez Kant avec l'ébauche d'une théorie cosmopolitique du droit. Ensuite, j'avais évoqué le langage historique de la civilisation, qui pense l'universel comme un accès différencié dans le temps et dans l'espace à l'état civilisé et au progrès des mœurs. L'universalité de l'humanité dans ces conditions n'est pas donnée, elle est un projet toujours en devenir, fondé sur la perfectibilité de l'homme. Alors, nous l'avons vu notamment chez Voltaire, chez Condorcet, mais on le voit chez beaucoup d'autres auteurs. Puis enfin, j'avais repéré, la semaine dernière, un langage critique qui s'appuie sur des expériences sensibles de l'injustice pour contester les prétentions à l'universalité lorsqu'elles sont mises au service de la domination, celle des Européens en régime colonial, celle des brahmanes en Inde, celle des maîtres face à leurs esclaves. Une autre figure de l'universel est alors brandie, celle de la dignité de tout être humain, aussi démuni soit-il. Alors j'insiste, c'est très important, sur le fait que
ces trois langages ne sont pas des courants de pensée, comme les affectionne l'histoire des idées, des cases étanches dans lesquelles on pourrait faire entrer chaque auteur. Bien sûr, je me suis appuyé sur des textes, je me suis appuyé donc sur des auteurs pour identifier et pour illustrer ces langages, mais en réalité, il s'agit surtout de répertoires d'arguments, de formes rhétoriques, de métaphores, et c'est pourquoi donc je parle de langage de l'universel plutôt que de théorie de l'universalisme. Il reste qu'il est souvent difficile de distinguer dans les textes ces différents langages, mais qu'il est nécessaire de le faire si on veut comprendre les figures de l'universalité dont nous avons hérité des Lumières. Par ailleurs, c'est un autre point sur lequel je veux insister, mon objectif n'est pas d'opposer un bon universalisme à des mauvais universalismes. Ces trois langages que je viens d'évoquer ont leurs mérites, mais aussi leurs limites. Par exemple, l'universalisme cosmopolite, fondé sur une définition rationaliste de l'humanité, reste souvent général, théorique, formel, et par ailleurs, dès lors qu'il vise à délimiter les limites de l'humanité sur la base de la raison, eh bien, il produit lui aussi de l'exclusion. Ce sont les frontières de l'humanité. On en reparlera. L'universalisme historique, pour sa part, fondé sur la notion de civilisation, eh bien, il légitime les hiérarchies et il promeut l'Europe, voire la France, comme le modèle de tout progrès. Enfin, l'universalisme critique pose la question de son débouché politique, vous vous en souvenez. Il peut conduire aussi bien à la résignation sentimentale, celle du paria chez Bernardin de Saint-Pierre, qu'à la révolte, avec son lot possible de violence. Bon, alors vous allez me dire, toutes ces histoires de lumière plurielle, de langage de l'universel, d'effet d'universalité, bon, c'est bien joli, ça permet de couper les cheveux en quatre, de tourner autour du pot, de ne pas se confronter aux choses sérieuses. Parce que l'universalisme des Lumières, vous pourriez être tenté de le dire, c'est quand même, ça existe. Ça existe. Il y a même un texte fondateur, que tout le monde connaît, qui ne parle que de ça, qui tient sur une page, avec ses 17 articles et son préambule, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Celle-ci apparaît à la fois comme la synthèse de la philosophie des Lumières et l'acte fondateur de l'universalisme politique français. Article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça claque, non? C'est-à-dire que franchement, si on voulait trouver une définition de l'universalisme politique, on pourrait difficilement trouver mieux. Et à ce titre, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a fait l'objet en France d'un véritable culte, comme l'acte de naissance de la démocratie, mais aussi comme le geste par lequel la France aurait donné au monde entier la formule universelle de la modernité politique. Quand je dis culte, ce n'est pas une pure formule de style. Barnave, par exemple, voulait que la déclaration devienne, je le cite, le catéchisme national. Dès 1791, un exemplaire de la déclaration a été gravé sur une plaque de bronze, entreposé dans un coffre scellé, puis le 14 juillet 1792, il a été promené en procession dans Paris, tenu à bout de bras, présenté aux acclamations de la foule, et enfin déposé sur l'autel de la Patrie, qui était un piédestal qui devait être installé sur la place de la Bastille. De même, vous connaissez certainement le fameux tableau de Jean-Jacques François Le Barbier, représentant les droits de l'homme et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une image qu'on a tellement vue qu'on oublie de la regarder. Et vous voyez quand même comment l'iconographie reprend celle des tables de la loi. Tout simplement, comme si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était le nouveau décalogue. Les tables sont d'ailleurs surmontées des allégories de la France à gauche, ou peut-être plus précisément de la monarchie, puisque le manteau bleu, et vous ne le voyez pas d'ici, mais il est fleur d'Elysée, de la liberté à droite, et puis vous avez ce motif en haut de l'œil à l'intérieur d'un triangle, qui est par la suite devenu un symbole maçonnique. Alors des fois, on regarde ça et puis on dit « Ah, mais c'est les Illuminati ». Non, alors ce ne sont pas les Illuminati, n'allez pas dire que je vous ai raconté que la Révolution était un complot maçonnique, s'il vous plaît.
avoir des problèmes. Non. Alors, c'est important parce que justement, on a beaucoup dit que c'est un symbole maçonnique. En réalité, c'est devenu un symbole maçonnique dans les années suivantes. À ce moment-là, alors il y a des débats, mais c'est d'abord un symbole chrétien. C'est un symbole qui est très présent dans l'iconographie chrétienne et qui représente l'œil de la Providence. On le trouve par exemple dans des tableaux de la Renaissance, par exemple chez Pontormo. Vous trouverez, si vous allez à Florence, vous verrez ce tableau qui représente donc le repas d'Emmaüs. Et vous voyez l'œil dans le triangle. Donc, un symbole chrétien qui, chez le Barbier, est sécularisé. Il représente sans doute le regard de la raison, mais tout en gardant sa dimension religieuse comme une sorte de rappel discret de la transcendance qui accompagne les droits de l'homme. En 1904, le grand historien de la Révolution, Albert Mathiez, a montré que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avait été utilisée comme un élément central dans la constitution de la religion civile révolutionnaire. C'est une piste qu'a suivie par la suite Valentine Zuber, en montrant que la déclaration s'était retrouvée au cœur d'un véritable catéchisme républicain, d'abord sous la Révolution, puis encore plus au XXe siècle, et tout particulièrement à partir du bicentenaire de 1989, devenant un texte canonique, enseigné dans les écoles, affiché dans les lieux publics, cité, admiré, un véritable fétiche républicain au même titre que la Marseillaise. Et pourtant, il n'en a pas été toujours ainsi. La Déclaration des droits de l'homme a fait longtemps l'objet de critiques nombreuses. Alors je ne reviens pas sur les critiques contre-révolutionnaires, je les avais évoquées, notamment chez Burke ou de Maistre. Mais du côté des révolutionnaires eux-mêmes, c'est plus surprenant, la déclaration d'août 1789, qui nous paraît aujourd'hui indépassable, eh bien en réalité elle a été très vite dépassée. Elle a été très vite dépassée, considérée comme obsolète, dès lors que la Constitution de 1791, dont elle était une partie intégrante, eh bien cette Constitution a été rendue caduque par la chute de la monarchie. En 1793, une nouvelle déclaration qui contient des droits sociaux est rédigée, adoptée au point qu'on envoie en mai 1793 une délégation de députés pour retirer l'exemplaire en bronze dont je vous ai parlé. On le retire de son coffre dans la colonne de la Liberté et qu'est-ce qu'on fait ? On le pilonne. On le pilonne. Voilà, vous pouvez. On le pilonne avec une énorme masse qu'on appelait le mouton national. Ne me demandez pas pourquoi, c'est bizarre. Mais enfin, ce qui m'importe, c'est qu'on l'oublie souvent, les révolutionnaires en 1793 ont pilonné la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc vous voyez ici la plaque de bronze conservée précieusement aux archives nationales. C'est un document incroyable parce qu'il nous montre deux choses. Il nous montre d'abord l'importance qu'a eu la Déclaration comme symbole de la Révolution, mais aussi le fait qu'il a été très rapidement détruit par ses héritiers. Dès la première année de la République, avant même la Terreur. Mai 1793. Et d'ailleurs, le mouvement ne s'arrête pas là, de constitution de nouvelles déclarations des droits de l'homme, vous le savez. Après Thermidor, la Convention rédigera une nouvelle déclaration, des droits et des devoirs, cette fois. Et il faudra attendre 1946 pour que la déclaration de 1789 prenne forme légale en étant intégrée au préambule de la Constitution, comme elle le sera à nouveau dans la Constitution de la Ve République. Et ce n'est qu'au début des années 1970 que le Conseil constitutionnel la reconnaîtra comme faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Les critiques des droits de l'homme et du citoyen ont par la suite continué tout au long du XIXe siècle, mais aussi du côté, donc non seulement du côté de la pensée conservatrice, mais aussi, par exemple, du côté des penseurs socialistes qui reprochaient aux droits de l'homme de promouvoir les droits de l'individu bourgeois et de façonner une société atomisée. Rien d'universel là-dedans. Pour Marx, par exemple, je le cite, « Aucun des prétendus droits de l'homme ne s'étend au-delà de la société civile, à savoir un individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son caprice privé, l'individu
séparés de la communauté. Alors, je n'insiste pas sur cette longue histoire de la critique des droits de l'homme. Elle est assez connue. Je vous renvoie au livre de Justine Lacroix et de Jean-Yves Pranchère, Le procès des droits de l'homme, que j'avais cité dans une séance précédente. Il ne faut pas sous-estimer la persistance aujourd'hui d'une critique conservatrice des droits de l'homme qui nourrit les mouvements populistes en Europe, mais au regard de la question qui nous intéresse, enfin qui nous importe, c'est-à-dire cette question de l'universalisme des Lumières et de l'universalisme des droits, la critique sans doute la plus vive aujourd'hui, c'est celle qui a été menée par la pensée postcoloniale ou décoloniale, qui, pour aller vite, reproche aux droits de l'homme d'être les droits du colon européen, les droits de l'homme blanc occidental, des droits donc à la fois localisés, correspondant aux valeurs particulières de l'Europe bourgeoise du XVIIIe siècle, et des instruments de domination visant à imposer le mode de vie européen à l'échelle mondiale. Alors, je l'avais évoqué déjà, il y a dans cette critique souvent une équivoque entre le reproche fait aux droits de l'homme de ne pas avoir été immédiatement appliqué de façon assez universelle, aux femmes notamment, ou aux esclaves, nous y reviendrons dans les prochaines séances, et la critique qui leur reproche d'être trop universaliste, c'est-à-dire de prétendre appliquer à tous universellement des valeurs individualistes, libérales, fondées sur la propriété. Les droits de l'homme auraient ainsi servi d'instrument au service de la domination coloniale en légitimant la destruction des modes de vie traditionnels. Qui est l'homme des droits de l'homme ? C'est la question essentielle, c'est la question qu'a posée Céline Spector ici même en juin dernier lors du colloque sur les lumières multiples, dans un exposé où elle a présenté une critique nuancée mais ferme, une synthèse de ces critiques postcoloniales. D'ailleurs, vous pouvez regarder ou écouter en ligne son intervention sur le site du collège, ou par exemple en scannant le QR code qui s'affiche. La position qu'elle a défendue et que je partage est qu'il faut entendre ces remises en cause de façon à prendre une distance critique à l'égard du culte naïf des droits de l'homme, lorsque celui-ci devient en quelque sorte l'idéologie de congratulation européenne, occidentale, mais qu'il ne faut pas pour autant caricaturer ce qu'a été l'œuvre politique des révolutionnaires de 1789, ni abandonner l'ambition de défendre les droits humains universels face à toutes les tyrannies. Et c'est dans cette tension qu'il faut s'efforcer de naviguer pour donner sens à ces langages de l'universel. Et on peut suivre, en ce sens, la leçon d'Alain Supiot dans son grand livre « Homo juridicus », essai sur la formation anthropologique du droit, qui porte un regard aiguisé sur un regard de juriste sur les droits de l'homme, dans lesquels il voit tout simplement le credo, le terme est fort, le credo de l'Occident moderne, son corpus proprement dogmatique. En effet, il est impossible, dit-il, de démontrer leur universalité sur une base scientifique ou même proprement logique et philosophique. Il faut donc assumer qu'il s'agit d'un ensemble de croyances fondatrices de la légitimité et de la modernité libérale, mais aussi largement ancrées dans la tradition chrétienne, celle de la valeur sacrée de la personne humaine. Il faut donc se garder de tout fondamentalisme qui conduit par exemple à une interprétation radicale de la liberté comme strict individualisme ou de l'égalité comme refus de toute différence. En revanche, si les droits de l'homme ne sont pas universels par nature, ils sont universalisables. Pour cela, il ne suffit pas de dire que l'ONU a adopté en 1948 une déclaration universelle des droits de l'homme et s'en tenir là. Il faut continuer à travailler inlassablement à leur universalisation, ce qui implique, comme l'écrit Alain Supiot, d'ouvrir les portes de l'interprétation, c'est son terme, c'est-à-dire d'accepter de nourrir une conception proprement, véritablement universelle des droits de l'homme à partir d'autres traditions culturelles et religieuses. C'est ce qu'ont fait, par exemple, 25 États africains en adoptant en 1981 à Nairobi une charte africaine des droits de l'homme dont les Occidentaux, en retour, nous dit Alain Supiot, pourraient
être bien avisé de s'inspirer, par exemple, en ce qui concerne l'idée que l'individu n'est pas une monade isolée, mais s'inscrit dans des relations sociales, familiales, mais aussi dans un environnement. Alors je vais peut-être un peu vite en besogne, car la véritable question qu'il nous faut maintenant aborder, c'est de savoir si en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se voulait véritablement universelle et ce que cela peut signifier. Elle est généralement présentée comme le résultat de la philosophie des Lumières, comme un mixte entre la théorie libérale du droit naturel, venue de Grotius et de Pufendorf, et développée ensuite par John Locke, et de l'autre côté, la théorie de la souveraineté démocratique, fondée sur la volonté générale, dont bien sûr le plus fameux théoricien au XVIIIe siècle est Jean-Jacques Rousseau, mais que les révolutionnaires trouvaient aussi chez l'abbé Mably. La théorie libérale affirme que les hommes sont dotés par la nature des droits et qu'ils entrent en société pour les protéger et même pour les conserver. La théorie que l'on dira républicaine insiste plutôt sur la souveraineté de la nation et sur l'égalité. Les distinctions sociales ne sont fondées que sur l'utilité commune. J'ai enfin complété le premier article de la Déclaration. Alors, en réalité, bien sûr, le discours des droits naturels au XVIIIe siècle est beaucoup plus complexe que cette présentation très sommaire. On peut, par exemple, y ajouter ce que Dan Edelstein appelle le naturalisme social des physiocrates, qui insiste sur la loi naturelle organisant le fonctionnement des sociétés. Alors, tous ces débats sont passionnants, on pourrait faire des séances entières de discussion sur les différentes variantes du droit naturel, mais ils restent en général circonscrits à l'intérieur du champ de l'histoire intellectuelle, celui de la philosophie politique et de la théorie du droit. Et s'il fallait chercher ailleurs l'origine des droits de l'homme, non pas dans les traités théoriques, mais dans les romans sentimentaux qui étaient lus avec tant d'avidité au XVIIIe siècle. C'est une idée qui peut paraître incongrue et qu'a pourtant défendue avec brio l'historienne américaine Lynn Hunt dans un livre qui a suscité un vif débat, traduit en français en 2013 sous le titre « L'invention des droits de l'homme ». Lynn Hunt est une spécialiste d'histoire culturelle et donc elle cherche à comprendre les liens entre les traditions, entre les transformations politiques d'une part et d'autre part les mutations symboliques, artistiques, littéraires. Elle se demande comment s'est imposée au XVIIIe siècle l'idée de droit naturel antérieure au droit civil et que ceux-ci auraient vocation à protéger. Non pas, c'est important à noter, non pas comment l'idée est apparue, parce qu'en réalité, on le sait bien, elle est beaucoup plus ancienne, on la trouve dès le XVIe siècle, sans doute même auparavant. Donc non pas comment elle est apparue, mais comment elle est sortie des traités savants des juristes pour s'imposer avec autant de force à toute une génération, au point d'apparaître comme self-evident, dit la Déclaration d'indépendance américaine en 1776. Quelle mutation culturelle a rendu les droits naturels tellement incontournables qu'ils devaient désormais fonder dans l'éclat de leur évidence l'ensemble du nouveau système politique. La réponse que propose Lynn Hunt est la suivante. Les droits de l'homme ne reposaient pas sur un discours rationnel et philosophique, mais sur une nouvelle sensibilité, sur le mécanisme émotionnel que les psychologues appellent l'empathie, et que l'on appelait plutôt au XVIIIe siècle la sympathie. L'empathie désigne la capacité à se mettre à la place des autres, à ressentir leurs souffrances et à les juger insupportables. Celle-ci s'est focalisée au XVIIIe siècle sur les atteintes violentes au corps, d'où l'importance de la lutte contre la torture dans l'imaginaire des droits de l'homme naissant. Longtemps considérée comme un mal nécessaire, et même comme une punition légitime rétablissant l'équilibre du corps social, la torture devient désormais un crime intolérable, une atteinte à la dignité fondamentale des êtres humains. Pour Lynn Hunt, un des principaux vecteurs de cette culture de l'empathie furent donc les romans épistolaires et sentimentaux
qui triomphèrent à partir du milieu du XVIe, à partir du milieu du siècle, d'abord avec les grands romans de Richardson, Pamela et Clarissa, puis avec la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Et oui, n'oubliez pas que celui-ci, Jean-Jacques Rousseau, n'était pas seulement le théoricien républicain du contrat social, il était avant tout, pour ses contemporains, le maître des cœurs sensibles, l'auteur du plus grand best-seller sentimental de son époque, cette grande histoire d'amour, à la fois pure et tragique, entre Saint-Preux et Julie. Le XVIIIe siècle n'est pas seulement le siècle du marivaudage galant ou du libertinage cynique, mais aussi celui de l'amour vertueux et des sentiments moraux qui n'étaient peut-être plus l'apanage de la noblesse, comme au Moyen-Âge, dont nous parle en ce moment Patrick Boucheron, mais qui devenaient, pour la première fois, et pour la bourgeoisie, une façon de se distinguer justement de la vieille noblesse et de ses privilèges, comme des pratiques surannées de la cour. Les torrents d'émotions suscités par ces romans ont sonné le glas de la vieille société d'ordre dans laquelle chacun ne partageait que les sentiments de son propre groupe. Le succès de la Nouvelle Héloïse, puis des souffrances du jeune Werther, mais aussi d'autres romans sentimentaux, aujourd'hui moins connus, comme Les Lettres péruviennes de Françoise de Graffigny, énorme succès, ou L'Histoire de Miss Jenny de Marie-Jeanne Riccoboni. Ce succès ne fut pas seulement un phénomène littéraire ou un effet de mode, il s'est accompagné, c'est très important, d'une transformation des modes de lecture. Jusque-là, la lecture, au fond, était une activité essentiellement sérieuse, érudite, réservée à une élite. Au XVIIIe siècle, ce que certains ont d'ailleurs appelé la révolution de la lecture, se traduit par une lecture affective, passionnée, qui fait immanquablement couler des larmes. Les lecteurs et les lectrices s'identifient aux personnages, ils souffrent pour eux, avec eux. Si l'empathie a joué un tel rôle dans la reconnaissance de l'égalité des droits, c'est que l'individu ne se définit plus par son statut social, mais par son intériorité, par une capacité à ressentir des émotions, par un sens de la justice qu'il éprouve spontanément. À en croire Lynn Hunt, la littérature a joué un rôle essentiel dans la découverte par chacun de sa propre intériorité sentimentale, mais aussi dans la reconnaissance de celle des autres. L'empathie ne passe pas seulement par le spectacle de la souffrance d'autrui, elle repose sur l'idée d'une commune humanité. Alors, il faut prendre la mesure de la provocation. Il existe des bibliothèques de travaux sur l'histoire du droit naturel et sur le libéralisme politique. Lynn Hunt écarte tout ça d'un revers de manche et affirme que le succès des droits de l'homme ne doit rien aux juristes ni aux philosophes, mais témoigne d'une profonde transformation des sensibilités, d'un rapport inédit au corps humain, d'une conception nouvelle du moi et de la subjectivité. Elle n'est pas d'ailleurs la première à insister sur cette dimension politique et même anthropologique de la littérature sentimentale. Dans un passage peu commenté de son célèbre livre sur l'espace public, Jürgen Habermas avait lui aussi identifié l'importance des romans au XVIIIe siècle comme lieu de formation des nouvelles subjectivités sentimentales et morales, mais il ne s'y était pas arrêté, préférant insister sur les mécanismes de l'échange rationnel d'arguments au sein de l'espace public. De même, l'historien des émotions, William Ready, a identifié l'existence d'un régime émotionnel sentimental dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui, dit-il, aurait contribué à donner sa forme spécifique à la Révolution avant d'être disqualifié par les excès de la terreur. Mais Lynn Hunt est la première à avoir poussé l'argument jusqu'à faire de cette culture sentimentale des Lumières, aujourd'hui de mieux en mieux connue, le terreau dans lequel les droits de l'homme ont prospéré. Alors, on pouvait s'y attendre, les spécialistes d'histoire intellectuelle, sans même parler des juristes, n'ont pas beaucoup aimé le livre. Ils ont pointé, à juste titre, certaines faiblesses, notamment l'écart entre le langage émotionnel de l'empathie, qui est fondamentalement sentimental et donc infrapolitique, et le langage juridique et constitutionnel des droits.
L'émotion suscitée par la lecture est susceptible sans doute de déboucher sur la reconnaissance d'autrui comme un semblable. En cela, elle peut réduire la distance qui sépare le lecteur d'autres êtres humains, mais elle peut tout aussi bien déboucher sur une simple compassion, sur l'indignation à l'égard du persécuteur, voire même sur un certain plaisir esthétique, ou même sur une délectation morale face à sa propre sensibilité. C'est d'ailleurs une critique qui a surgi dès la fin du XVIIIe siècle à l'égard de ce que Luc Boltanski, dans son grand livre sur la raison humanitaire, La souffrance à distance, a appelé la topique sentimentale, accusée d'être, dès le XVIIIe siècle donc, accusée d'être à la fois politiquement inefficace et de nourrir un certain narcissisme moral. Alors, de fait, la thèse de Leigh Hunt est excessive si on veut en déduire que les droits de l'homme sont issus de la littérature sentimentale et de la culture de l'empathie. En revanche, elle est très importante pour insister contre une vision trop rationaliste des Lumières sur l'importance de cette culture des émotions, du langage de la compassion, du témoignage de la souffrance. C'est d'ailleurs un vecteur de l'universalisme qui a été théorisé dès le XVIIIe siècle, notamment dans la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith, ou plus tard, justement au moment de la Révolution française, dans les Lettres sur la sympathie de Sophie de Grouchy. Ce langage émotionnel a beaucoup contribué à nourrir l'universalisme critique, comme nous l'avons vu la semaine dernière chez Bernardin de Saint-Pierre. Et il a certainement joué un rôle dans la popularisation d'une conception de la nature humaine commune au-delà des différences statutaires et hiérarchiques. De même, il a été un ressort extrêmement efficace des campagnes abolitionnistes que j'avais évoquées la semaine dernière et qui reposaient autant sur cette nouvelle culture émotionnelle de l'empathie que sur le raisonnement philosophique et juridique. Ah mais c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer le... J'avais oublié de vous le montrer. Ah ben il est là. Voilà. Donc, voilà donc le médaillon qui a servi, que je ne vous avais pas montré la semaine dernière. Les choses sont bien faites quand même, hein, on s'y retrouve. Je ne voudrais pas dire, mais je trouve que c'est bien organisé. Et, alors, et donc, vous voyez, effectivement, cette représentation de l'esclave enchaîné, suppliant sa libération, avec ce slogan « Am I not a man and a brother ?» Ne suis-je pas un homme et un frère? Vous voyez, on est à la fois dans la culture, effectivement, de l'empathie pour la souffrance et dans peut-être aussi une dimension, effectivement, religieuse de la prière. Hein, donc on a cette double, mais on est très clairement, c'est un appel, ça joue beaucoup, et ça, Leigh Hunt le montre, sur une culture sentimentale partagée, beaucoup plus que sur un argumentaire proprement juridique ou philosophique. Alors il est vrai toutefois qu'à l'été 1789, la discussion à l'Assemblée ne s'est pas jouée sur l'empathie pour les malheureux, mais sur les principes du droit public. Si on veut comprendre les enjeux, mais aussi les ambivalences de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il nous faut donc revenir en détail sur les débats à l'Assemblée à l'été 1789. Car la déclaration a atteint un tel statut canonique, elle est devenue un texte tellement emblématique qu'elle a subi le sort de tous les textes fondateurs, on a oublié sa genèse. Or, celle-ci, cette genèse, elle est mouvementée. Son élaboration a été à la fois chaotique et un peu miraculeuse. Elle ne prend sens, et c'est le point sur lequel je voudrais maintenant insister, elle ne prend sens que dans la dimension proprement politique de la Révolution. Alors sur ce plan, la première grande date de la Révolution française est certainement le 17 juin 1789, vous le savez bien, lorsque le tiers-État se constitue en Assemblée nationale, revendiquant ainsi le transfert de souveraineté du roi vers la nation, et donc vers ses représentants. Le bouleversement est considérable, celui qui va survenir le 4 août l'est encore plus, c'est bien sûr l'abolition des privilèges, dans l'enthousiasme général, mais c'est surtout toute la structure hiérarchique et communautaire de l'Ancien Régime qui vole en éclats. Autrement dit, c'est non seulement l'ordre des pouvoirs qu'il faut désormais réorganiser, mais tout l'ordre social. Et sur ce point, rien de plus faux que d'imaginer
comme on le fait parfois, une révolution modérée en 1789 qui serait suivie d'une révolution radicale à partir de 1792-93. En réalité, l'été 1789 est marqué par une refonte totale des liens sociaux comme des critères de la légitimité politique. C'est dans ce contexte qu'émerge la nécessité d'une déclaration des droits de l'homme. L'idée avait surgi début juillet à travers une proposition de Jean-Joseph Mounier qui précisait bien que cette déclaration ne devait pas être publiée séparément, mais devait être présentée comme le préambule de la Constitution. Dès lors, de nombreux députés ont présenté leurs projets, y compris les plus en vue, comme Lafayette ou Sieyès, mais l'Assemblée hésitait encore. C'est surtout après le 4 août que le principe est définitivement adopté. Écrire une déclaration des droits devient alors l'occupation à la mode. Plus d'une trentaine de projets ficelés sont proposés à l'Assemblée. D'innombrables brochures commentent tel et tel projet, donnent leur avis sur la forme que doit prendre la déclaration, proposent des articles. Comme l'a remarqué Antoine Debec, ce débat est le lien le plus évident entre les pratiques intellectuelles des élites des Lumières et la Révolution elle-même. Un peu comme si l'Assemblée avait organisé une sorte de concours académique, une sorte de compétition intellectuelle où chacun s'efforçait de faire preuve de virtuosité. D'ailleurs, au cours de l'été, on se met à rééditer des textes des Lumières, des extraits de l'encyclopédie, les droits et devoirs du citoyen de l'abbé Mably, dans lesquels chacun peut puiser des références pour construire son petit projet. Alors certains se réjouissent, je veux dire, à l'époque, de cette émulation philosophique en faveur de la liberté. D'autres, en revanche, se plaignent que l'Assemblée se perde dans des discours abstraits alors qu'il y a tant à faire pour rétablir l'ordre. Je vous rappelle que nous sommes en août 1789, les campagnes, déjà à l'époque, étaient en proie à la révolte, c'est la grande peur, et par exemple, le projet de Sieyès, qui suscite à la fois l'enthousiasme, c'est un projet extrêmement complexe, très théorique, suscite à la fois l'enthousiasme des patriotes et l'incompréhension du plus grand nombre face à une dissertation qui est jugée métaphysique et obscure, ce sont les termes de l'époque. Évoquant un siècle plus tard ces débats, dans son Histoire socialiste de la Révolution, Jaurès écrira « Ces hautaines déclarations de principe, surgissant en pleine tempête et la dominant, ont je ne sais quelle tragique beauté. L'Assemblée, pendant qu'elle s'obstinait à dresser au-dessus des événements le droit humain, éprouvait tout ensemble un grave enthousiasme et une sorte de malaise. » Alors malaise sans doute parce que les députés, s'ils sont désormais d'accord pour rédiger une déclaration des droits, ne savent ni comment procéder, ni ce qui doit y figurer. Par exemple, la proposition d'ajouter une déclaration des devoirs est rejetée par 570 voix contre 433, ce qui veut dire que l'Assemblée était quand même divisée. Les députés ne s'accordent pas non plus sur la nécessité ou non de mentionner Dieu, ou encore sur le nombre de droits. Faut-il se limiter aux principaux ou faut-il au contraire rechercher l'exhaustivité? Le modèle américain est très présent, mais les députés veulent aller plus loin. Ils ont conscience qu'il ne s'agit pas seulement d'une déclaration de principe, mais qu'il s'agit bien d'exposer les bases du nouvel ordre social et politique. Le 12 août, un comité de 5 membres est nommé, chargé d'examiner les différents projets. Le 17 août, Mirabeau, en leur nom, propose une déclaration de 19 articles. Et là, à la surprise générale, le projet est rejeté, et c'est encore un autre projet, celui du 6e bureau de l'Assemblée, plutôt conservateur, assez mal ficelé, qui est retenu comme base de la discussion. Et celle-ci s'engage article par article. Et là, pendant 6 jours, c'est une sorte de petit miracle. On ne peut pas dire autrement. Il suffit de lire dans les archives parlementaires les débats, et au milieu de discussions animées, parfois assez confuses, eh bien, chaque jour, de nouveaux articles sont adoptés pour aboutir, le 26 août, au texte que vous connaissez, donc avec son préambule et ses 17 articles, infiniment plus équilibrés, plus efficaces que tous les textes précédents. Alors,
les débats parlementaires, avouons-le, n'arrivent pas toujours à se hausser à de tels miracles d'intelligence collective. Bon. Mais même là, les députés considèrent que le travail n'est pas terminé, le texte n'est pas achevé, il manque des articles. Mais enfin bon, ils pourront l'augmenter après la rédaction de la Constitution, et il est urgent de passer à la suite. Et donc, le texte est présenté au roi, qui tergiverse, et qui finit par le promulguer le 5 octobre. Alors, si je suis rentré un peu dans les détails, pas trop, hein, les débats sont extrêmement animés, on pourrait passer des heures à en parler, mais c'est parce qu'il est essentiel de comprendre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, contrairement aux apparences, n'a pas été en réalité un exercice théorique et philosophique. Il s'agissait bien d'écrire un préambule à la Constitution, de poser les principes du nouvel ordre politique que l'Assemblée nationale s'efforçait d'instituer. Pour le dire autrement, il s'agissait de fonder une nation de citoyens sur les ruines d'un royaume de sujets. D'où l'importance, par exemple, d'affirmer, article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C'est un point décisif. La Déclaration des droits n'est pas une série de bonnes résolutions, ce n'est pas une charte morale inoffensive, c'est un acte fondateur, éminemment politique, mais aussi traversé d'une tension fondamentale entre l'autonomie primordiale de chacun et le pouvoir de tous, selon la formule de Marcel Gauchet dans son livre « La révolution des droits de l'homme ». C'est pourquoi la question de l'universalisme de la Déclaration est parfois mal comprise. L'historiographie française, surtout, aime bien répéter ce lieu commun selon lequel les révolutionnaires auraient déclaré les droits universels de l'homme, à la différence du Bill of Rights anglais et même des déclarations américaines, qui cherchaient d'abord à rappeler les droits et libertés traditionnelles de la nation. Alors, il est vrai que la formulation générale du préambule de la Déclaration peut donner cette impression. Il est vrai aussi que l'on trouve, dans les débats de 1789, quelques rares affirmations allant dans ce sens. Par exemple, dans la bouche de Mathieu de Montmorency, déclarant à propos des Américains « Ils ont donné un grand exemple au nouvel hémisphère, donnons-le à l'univers ». Il est probable qu'un certain nombre de députés avaient le sentiment grisant de donner un modèle à tous les peuples voulant se constituer en nation libre. Dans son journal, le député duquesnois regrette que le projet de déclaration présenté par Mirabeau corresponde à une constitution monarchique française et non à des droits, je cite, applicables à tous les peuples, à tous les pays, à tous les gouvernements. Mais justement, il s'en plaint parce qu'il est sur ce point minoritaire. Lorsqu'on relit les débats parlementaires, on est surtout frappé par la très faible présence de référence à l'application universelle des principes édictés. Ce que les députés ont en tête, c'est l'articulation entre des principes généraux et leur application, leur traduction directe dans la Constitution. En revanche, la question de savoir à qui s'appliquent ces droits n'est quasiment jamais évoquée. Ce qui explique, par exemple, que la question de l'abolition de l'esclavage ne soit pas soulevée. Et ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. C'est une chose difficile à comprendre parce que nous projetons aujourd'hui sur 1789 l'imaginaire humanitaire des droits humains, ceux de la Déclaration universelle de 1948. Nous la projetons sur des droits politiques de 1789. Or, ceux-ci ne portent pas tant sur l'homme universel que sur l'égalité des citoyens par opposition à l'inégalité des statuts qui caractérisaient l'Ancien Régime. Les droits de l'homme fondent la souveraineté de la nation comme corps politique qui, en retour, leur donne une effectivité dans le droit positif à travers les droits du citoyen. Or, la nation n'est pas seulement un corps politique qui se soulève contre l'absolutisme, elle est aussi une communauté historique particulière, la France. Toute la difficulté est comprise dans le préambule de la Déclaration, puisque ce sont bien les représentants du peuple français qui déclarent
les droits inaliénables de l'homme. Alors on peut y voir une sorte de geste généreux et prométhéen, comme on l'a souvent fait, mais on peut aussi diagnostiquer un écart impossible à franchir. Jean-François Lyotard, le philosophe Jean-François Lyotard, l'a relevé d'une formule incisive. Les constituants, écrit-il, hallucinent l'humanité dans la nation. La Déclaration des droits est marquée, c'est moi qui commente maintenant, la Déclaration des droits est marquée d'une équivocité fondamentale entre deux univers de sens, celui philosophique des droits de l'humanité et celui historico-politique de la nation française. Et cette équivoque va peser lourdement. Elle va permettre notamment à la France de confondre, ou de faire mine de confondre, son destin national et les intérêts de l'humanité, c'est-à-dire de s'arroger le privilège de parler au nom du genre humain. Halluciner l'humanité dans la nation. Je me demande si ce n'est pas une définition possible de l'universalisme français. C'est donc bien ici que se trouve le nouage entre universalisme philosophique des Lumières et universalisme politique de la tradition française. Non pas, comme on le croit, parce que l'universalisme républicain serait nécessairement fondé sur les Lumières, il l'est en partie, on y reviendra encore, mais parce que l'instillation d'un discours théorique dans la Constitution va autoriser durablement la France à parler au nom de l'universel, alors même qu'elle écrit son histoire particulière. C'est d'ailleurs un paradoxe dont nous ne sommes pas sortis. Les cérémonies du bicentenaire de 1789 ont été un grand moment de triomphalisme universaliste, mais dans un contexte très particulier où la démocratie libérale semblait ou pensait avoir gagné la partie. Effet d'optique, illusion historique, nous le savons maintenant. Il y a 3 ans, pour l'exposition universelle de Dubaï, la France a voulu exposer l'exemplaire original signé par les députés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son pavillon. Un groupe d'historiens, d'historiennes et de philosophes a été missionné pour organiser une exposition. Mais les questions soulevées par ce comité n'ont guère plu aux autorités. Comment célébrer les droits de l'homme à Dubaï, à côté des pavillons iraniens et chinois, sans édulcorer ces principes et sans non plus passer sous silence les atteintes des droits de l'homme en France même. Le projet proposé a été rapidement retoqué par les autorités et remplacé par une exposition consacrée à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors ce qui posait problème, bien sûr, c'était la revendication d'universalité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sans travail d'universalisation. Comme si la France avait donné une fois pour toutes en 1789 les tables de la loi de la modernité, mais c'était aussi le contraste entre des droits dits naturels et inaliénables et leur appropriation au service d'une opération publicitaire pour un pays spécifique. C'est bien à ça que servent les expositions universelles. De fait, cette tension entre universalisme et nationalisme est aujourd'hui plus vive que jamais. Mais elle n'est pas nouvelle. Et c'est sans doute Hannah Arendt qui a le mieux insisté sur cette contradiction entre la proclamation des droits naturels et leur inscription dans un droit politique national. Alors oui, Hannah Arendt, encore. Et j'y reviens et j'y reviendrai parce que c'est une des analystes les plus affûtées des ambivalences de l'universalisme moderne. La position d'Arendt sur les droits de l'homme est souvent mal comprise, notamment par les historiennes de la Révolution, qui n'apprécient guère son essai sur la Révolution, publié en 1963, dans lequel elle compare défavorablement la Révolution française à la Révolution américaine. Mais en réalité, sa critique des droits de l'homme ne se trouve pas dans ce texte. Elle est bien antérieure, enfin elle est assez antérieure, et elle n'épargne pas davantage la Révolution américaine, et surtout elle doit énormément, et c'est aussi ça qui fait son intérêt, à l'expérience personnelle d'Hannah Arendt. Celle-ci, je vous le rappelle,
a quitté l'Allemagne en 1933, à l'âge de 26 ans, s'est réfugiée en France. Elle a été internée en 1940 au camp de Gurs, dans les Pyrénées. Elle a réussi presque miraculeusement à s'enfuir, puis à s'embarquer pour le Portugal et les États-Unis, où elle obtiendra finalement la naturalisation en 1951. Ce qui veut dire qu'elle a connu pendant presque 20 ans, pas tout à fait, mais presque, le sort d'une réfugiée apatride. Et c'est forte de cette expérience, mais aussi de son engagement à New York, auprès des réfugiés, qu'elle réagit en 1948 à la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Elle y réagit dans un article dont il existe une édition française, grâce à Emmanuel Hulot, sous le titre « Il n'y a qu'un seul droit de l'homme ». Arendt a ensuite repris et développé sa critique des droits de l'homme en 1951 dans la deuxième partie des origines du totalitarisme, la partie qui est consacrée à l'impérialisme et qui est sans doute la moins lue, surtout en France, notamment parce qu'elle a été publiée, traduite et publiée séparément et plus tardivement. En observant le sort des réfugiés et des apatrides du XXe siècle, Hannah Arendt relève la contradiction qui conditionne la reconnaissance des droits de l'homme à l'appartenance à une communauté nationale particulière. Tout en étant universels et fondés sur la nature humaine, les droits de l'homme sont nécessairement ceux du citoyen. Seul celui-ci possède ce que Arendt appelle le droit d'avoir des droits. L'écart est immense entre l'homme abstrait du droit naturel et le citoyen réel intégré dans une communauté politique qui lui garantit l'exercice effectif de ses droits. Or, la Révolution française, tout comme la Révolution américaine, loin de résoudre la difficulté, n'ont fait que l'exacerber. Les droits de l'homme sont à la fois déclarés et réduits à n'être que les droits du citoyen. Voici ce qu'écrit Hannah Arendt. À peine l'homme venait-il d'apparaître comme un être complètement émancipé et autonome, portant sa dignité en lui-même, sans référence à quelque ordre plus vaste et global, qu'il disparaissait aussitôt pour devenir membre d'un peuple. La déclaration de droits humains inaliénables impliquait d'emblée un paradoxe, puisqu'elle se référait à un être humain abstrait qui ne semblait exister nulle part, car même les sauvages vivaient dans une certaine forme d'ordre social. Aussi, toute la question des droits de l'homme se trouva-t-elle bientôt et inextricablement mêlée à la question de l'émancipation nationale. Seule la souveraineté émancipée semblait être capable de mettre les hommes à l'abri. Arendt ne croyait pas du tout au caractère naturel des droits de l'homme. À ses yeux, cette idée est un leurre. La situation des réfugiés l'a bien montré pendant la guerre. La souffrance des hommes et des femmes, privés de tout, n'a pas suscité l'empathie et ne leur a garanti aucun droit. La vie nue est une vie sans dignité et sans reconnaissance, écrit-elle. L'humanisme, au fond, est une fable. Je la cite encore. La notion des droits de l'homme s'est effondrée à cet instant précis où ses partisans ont été confrontés pour la première fois à des personnes ayant effectivement perdu toute autre qualité et toute autre relation privilégiée, de sorte qu'il ne leur restait plus rien, excepté le fait d'être humain. Dans cette nudité abstraite de l'homme, de l'être humain, le monde n'a rien trouvé qui intime le respect. Les droits de l'homme ne sont pas naturels, ils sont au contraire nécessairement politiques. Ils impliquent d'appartenir à une communauté qui les garantit, je cite encore, « L'égalité n'est pas quelque chose qui nous est donné, nous ne naissons pas égaux, nous devenons égaux en tant que membres d'un groupe en vertu de notre décision de nous garantir mutuellement des droits égaux. » Le problème qu'identifie Arendt est la forme de l'État-nation. En croyant instituer l'universel à travers la dynamique des droits, la souveraineté nationale exclut en réalité tous ceux qui n'en font pas partie. Dans un monde constitué entièrement d'États-nations souverains, ceux qui ont fui la persécution ou qui ont été déchus de leur nationalité, ceux-là se retrouvent démunis, sans protection, privés du seul droit qui vaille, le droit d'avoir des droits. Arendt est très peu revenue
sur le sujet par la suite. Certains ont voulu, à tort selon moi, la rabattre sur la position conservatrice de Burke, qu'elle cite en effet, la position d'une hypocrisie fondamentale du discours humanitaire et abstrait des droits. D'autres, au contraire, et avec sans doute un peu plus de pertinence, y voient un appel à un véritable droit humanitaire international, qui n'existe encore que timidement. Il est difficile de savoir si Arendt condamnait la forme de l'État-nation moderne qui, en réduisant les droits à ses ressortissants, prive les autres du droit d'avoir des droits, et qui, comme elle le montre par ailleurs, conduit presque inévitablement au nationalisme et à l'impérialisme. Ou si, à l'inverse, elle insistait sur le fait que les seuls véritables droits sont ceux qui sont accordés à l'intérieur de l'État-nation démocratique. Cette situation désespérante, ancrée dans l'expérience qu'a faite Arendt de l'exil et de la perte de citoyenneté, et qu'elle a décrite dans un autre texte de la même époque, Nous, réfugiés. Cette analyse résonne fortement aujourd'hui, alors même que l'Europe, qui met les droits de l'homme au cœur de son identité politique, entasse dans des camps les réfugiés qui traversent la Méditerranée et viennent y chercher l'asile. Difficile de ne pas y penser en relisant ces lignes d'Hannah Arendt dans le texte même où elle analyse ce qu'on pourrait appeler la nationalisation des droits de l'homme et tout d'un coup évoque la crise des réfugiés des années 1930-1940. Je cite, « Tout à coup, il n'y a plus eu un seul endroit sur Terre où les émigrants puissent aller sans tomber sous le coup des restrictions les plus sévères, aucun pays où ils aient une chance de s'assimiler, aucun territoire où ils pourraient fonder leur propre communauté. Personne ne s'était rendu compte que le genre humain, depuis si longtemps conçu à l'image d'une famille de nations, avait atteint le stade où quiconque était exclu de l'une de ces communautés fermées si soigneusement organisées se trouvait du même coup exclu de la famille des nations. » Alors il est vrai que 70 ans plus tard, la situation du droit international a changé. Il existe désormais un Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, une convention de l'ONU sur les droits des réfugiés, une Cour de justice internationale à La Haye, sans parler des institutions régionales comme la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le plan normatif, les droits de l'homme sont indissociablement moraux et politiques. Et tout l'enjeu, comme l'indique Samantha Besson, est d'articuler leur mise en œuvre à l'échelle nationale par des dispositions constitutionnelles ou légales et à l'échelle internationale ou supranationale, sans pour autant, c'est le point essentiel, sans pour autant rompre le lien précieux, essentiel, entre les droits humains et la démocratie, qui, pour sa part, s'exerce principalement à l'échelle des États-nations. Il reste néanmoins qu'à l'heure actuelle, dans le cas des réfugiés que soulevait Arendt, la contradiction est flagrante entre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont l'article 14 affirme le droit de tous les réfugiés à demander l'asile dans un autre pays, et le fait que le droit d'accorder l'asile reste la prérogative absolue des États souverains. Et de ce point de vue, la philosophe Seyla Benhabib a raison de dire que cet écart donne rétrospectivement raison à Arendt. Partout, ce qu'on appelle le droit des étrangers semble être avant tout le droit des États à les contrôler, et l'écart entre les droits des nationaux et ceux des étrangers est toujours plus flagrant, comme l'actualité récente nous le rappelle. Arendt avait donc raison de pointer cette nationalisation des droits de l'homme, leur défaut d'universalité. En revanche, elle a, je crois, sous-estimé leur capacité subversive. La contradiction entre l'universalité du droit et le particularisme de la communauté nationale est réelle, et elle est réelle dès 1789. Mais elle est aussi dynamique. Je veux dire par là qu'elle constitue une ressource qui travaille de l'intérieur la conception même de la nation, dont les frontières ne sont pas figées. Enfin, le lien entre les droits de l'homme et ceux du citoyen reste toujours ambivalent. Les seconds ne se déduisent pas des premiers, mais ceci reste la norme auquel les seconds peuvent et doivent être confrontés.
Et c'est cette tension qui va permettre d'utiliser l'universalisme formel du droit naturel comme ressort critique contre les limitations factuelles qui sont celles des droits du citoyen. Parmi les limitations les plus criantes, évidemment, c'est l'extension de la citoyenneté, c'est-à-dire la détermination, le fait de déterminer ceux et celles qui bénéficient des droits civils et politiques, et c'était un des grands sujets de débat et de lutte politique pendant la Révolution. À certains égards, on peut dire que, je vais terminer par là, que la théorie révolutionnaire des droits de l'homme propose une synthèse des trois figures de l'universalisme des Lumières, des trois langages de l'universel des Lumières. Le sujet du droit naturel, l'homme libre et égal aux autres, est conforme à l'universalisme cosmopolite. Il est la projection dans l'ordre politique de l'individu abstrait et émancipé des traditions et des préjugés. Le citoyen, en revanche, est le résultat d'une histoire, celle qui mène des peuples primitifs ou des royaumes barbares à la souveraineté nationale, forme politique jugée supérieure. Qu'il s'agisse des droits des esclaves, des libres de couleur, des femmes, des étrangers, des juifs, ou même plus simplement des pauvres, les révolutionnaires doivent délimiter le cercle de ceux et celles qui sont amenés à jouir de ces droits réputés naturels, sur la base d'une estimation de leur autonomie individuelle ou politique, c'est-à-dire de leur niveau de civilisation. Enfin, les droits de l'homme permettent aussi de prolonger le geste de l'universalisme critique que l'on peut opposer à toutes les formes d'injustice et d'oppression. Ils sont le fondement normatif opposable à tout pouvoir et à la souveraineté populaire elle-même. L'émotion, la compassion, le geste d'humanité peuvent y jouer un rôle moins négatif que ne le croyait Arendt, comme une injonction à ne pas accepter l'inacceptable. Dans un texte rédigé en 1981, en soutien des ONG, dans la continuité de son engagement des années précédentes en faveur des Boat People, Michel Foucault écrivait, c'est un texte intitulé « Contre les gouvernements, les droits de l'homme », et Michel Foucault écrivait « Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit absolu à se lever et à s'adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. » Se situer ainsi dans cette tradition qui passe de l'universalisme critique des Lumières à cette dimension normative des droits de l'homme dont nous verrons dans les séances qui viennent les usages pendant la Révolution. Car cette synthèse, je dis synthèse, le terme est malvenu, cette synthèse est instable, elle est traversée de contradictions qui ne demandent qu'à éclater au grand jour et qui vont immédiatement éclater dès l'automne 1789. L'universalisme est désormais devenu un enjeu politique articulé aux dynamiques de la souveraineté nationale et donc au débat très concret autour des délimitations de la communauté civique. Ce sont ces débats que nous allons suivre dans les semaines qui suivent. Je vous dis donc à lundi prochain. Merci.